Bonjour YouTube, allez on continue nos QAG, nous sommes toujours le mercredi 26 novembre, nous sommes au Sénat qui devrait avoir une séance assez électrique aujourd'hui, je vous explique pourquoi, juste après les QAG, ils vont voter leur version du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS 2026, dans lequel ils viennent de rétablir la réforme des retraites et donc ils ont empêché le décalage. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, c'est un peu le tour de chauffe avant de passer au vote tout à l'heure, donc ça s'annonce assez électrique. Tout le monde est là? On fait l'appel? Non, Gérard a pas l'air... Ah oui, vous voyez pas Gérard, vous. Voilà. La séance est ouverte. Ah, va y avoir un hommage. Si vous voulez bien vous... Je vous dis, d'habitude, on a l'habitude au Sénat, un peu moins à l'Assemblée Monsieur nationale. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Ça va le son? j'ai le regret de vous faire part du décès de deux de nos anciens collègues, Pierre Hérisson, sénateur de Haute-Savoie, et Jean-François Imbert, sénateur du Doubs. Pierre Hérisson, maire de la commune de Sévrier, fut vice-président de la région Rhône-Alpes de 1992 à 1998. Il fit son entrée au Sénat en 1995. Il y siégera près de 20 ans. Il rejoignit le groupe de l'Union centriste, puis le groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Il fut membre de la commission des affaires économiques, dont il devint vice-président en 2004. J'ai oublié le nom. Comme président de cette commission, je peux témoigner combien Pierre Hérisson fit bénéficier Pierre Hérisson, merci Gérard. De ses connaissances, notamment s'agissant des activités postales. Dès 1997, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans le cadre d'un rapport d'information intitulé « Sauvons la Poste », un sujet toujours d'actualité. Il fut rapporteur du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Il fut missionné par le Premier ministre en 2011 pour étudier un nouveau statut des gens du voyage, sujet qui concernera nombre de ses travaux au Sénat, un sujet que vous savez combien complexe. Jean-François Imbert. Le parcours de Jean-François Imbert fut marqué par les valeurs Jean-François Imbert aussi. Président du Conseil régional de la Franche-Comté de 1998 à 2004. Devint sénateur du Doubs en 1998 jusqu'en 2014. Il rejoignit le groupe des Républicains et Indépendants, puis le groupe UMP. Il fut membre de la commission des lois, puis de la commission des affaires culturelles et de la commission des affaires européennes. Ici, le sport fut son domaine de prédilection. Il présida notamment une commission d'enquête contre le dopage. Au nom du Sénat tout entier, je veux présenter nos condoléances à leurs familles, ainsi qu'à tous ceux qui les ont connus comme collègues au Sénat. Je vous propose d'observer pour ces deux anciens collègues un moment de recueillement. Voilà, donc le Sénat qui honore la mémoire de deux anciens sénateurs qui ont donc disparu. Voilà. Comme je disais, on a un peu l'habitude au Sénat, effectivement. J'ai l'impression que toutes les semaines, on a un hommage dernièrement. Je vous remercie. Là où on a un peu moins l'habitude à l'Assemblée nationale. Est-ce que la CMP... Alors, c'est pas la CMP qui a supprimé la suspension de la réforme des retraites, c'est le Sénat. Et la CMP, si le texte est voté au Sénat, va discuter de ça dans le cadre de la CMP. Voilà, la CMP, elle a lieu tout à l'heure, si le Sénat vote pour le texte. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. À ce qui paraît. Notre séance est retransmise sur Public Sénat en direct et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil, abonnez-vous. J'appelle chacun d'entre vous, mes chers collègues, très important, mais aussi les membres du gouvernement, à respecter le temps de parole et aussi le respect des uns et des autres. N'est-ce pas, Sébastien Lecornu, hein ? La parole au président Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Voilà, je dis Sébastien Lecornu parce que c'est lui qui va répondre à Mathieu Darnaud, président du groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, doit-on considérer que l'on est riche en France quand on dispose de l'accès à l'eau courante, du chauffage, d'un lavabo, voire d'une baignoire? C'est pourtant ce que nous révèle le supposé nouveau mode de calcul de la taxe foncière qui parle là d'éléments de confort et qui instaure des mètres carrés supplémentaires fictifs.
Alors, loin d'une mesure d'équité, nous sommes plutôt sur un chef-d'œuvre du cynisme. Jugez-en plutôt. C'était donc ça, j'en avais entendu parler. L'eau courante, ce sera 4 mètres carrés supplémentaires. La lumière, 2 mètres carrés. Le chauffage, 2 mètres carrés supplémentaires. Les toilettes, 3 mètres carrés. Un lavabo, 3 mètres carrés. Ne parlez Et pas d'eau le comble courante. du luxe, la baignoire, 5 mètres carrés. Vous pouvez me parler d'eau tombante, Dès lors, mais eau courante. une personne qui dispose d'un studio de 15 mètres carrés se verra imposer sur un appartement de 34 mètres carrés. Ma question est donc tout à fait simple et directe, Monsieur le Premier ministre. Il ne s'agit pas d'éléments de confort, mais d'éléments de décence. Considérez-vous et donnerez-vous une suite favorable à ce nouveau mode de calcul de la taxe foncière? Je vous remercie. Bon, bah, au moins la question est claire. Par contre, accrochez-vous La bien. parole est à Monsieur le Premier ministre. Voilà. Merci, Sans limite de Monsieur le temps de Président parole, du mais je le chronomètre Sénat, quand même. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Darnaud, permettez-moi d'abord, au nom du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat, de saluer la mémoire des 2 anciens parlementaires dont vous venez de rappeler les mérites éminents. Donc je calcule le Question temps de parole, précise, mais Président Darnaud, il n'y a pas de vous êtes limite. bon connaisseur en plus de ces sujets pour les collectivités locales. Réponse précise, il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode à court terme et il faut changer de méthode désormais à long terme. Mais qui La c'est qui a réalité changé pour la le méthode? terme, et je crois qu'une bonne Hein réponse est tenue ce matin avec les ministres, les différents représentants ici des groupes sénatoriaux, bons connaisseurs de ces sujets, associations d'élus. On le voit bien, toute approche nationale est morte-née. Donc il va falloir revenir à une approche départementale, voire même à une approche infradépartementale, voire même commune par commune, puisque Oh là là. lorsqu'on regarde la cartographie de cette affaire, on le voit bien qu'on est en train de traiter nationalement. Donc un on va sujet faire qui 36 000 parfois réunions, strictement puisqu'il y a rien à voir 36 d'un 000 communes en département à l'autre. France. J'irai même plus loin, Président Darnaud. Certains départements ne sont pratiquement pas concernés et il peut y avoir une géographie, on va dire cela comme ça, de manière diplomatique, qui mériterait qu'on s'y penche. Première chose. Deuxième chose, si on a une approche infradépartementale ou départementale, ça va prendre du temps. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, parce que je vois bien aussi le procès que certains extrêmes ou démagogues peuvent avoir derrière pour taper sur les élus. Oh bah, il suffit de voir les différentes déclarations de certains partis extrêmes ces derniers jours pour critiquer les élus locaux ou la représentation nationale, pour ne pas donner, à mon avis, du carburant dans cette affaire. Et donc j'ai demandé au ministre concerné... J'aurais voulu lui mettre un sacré taquet là. ...pour nous emmener jusqu'au mois de mai ou juin, pour permettre cette approche départementale. Comme je le rappelle, jadis, vous le Doucement savez, avec les cheveux. ce Hein. fut le cas. On critique pas le Ensuite, je physique. pense qu'il faut changer de méthode pour l'avenir. Dans un rapport de 2023, dont vous étiez co-rapporteur d'ailleurs, vous appeliez de vos voeux, et ça nous Tu m'as l'air bien rappelle renseigné, les conversations Piratata. que nous avions As-tu été dans Premier ministre de fonction la France? précédente, vous et moi. Il est clair que notre système de revalorisation des bases locatives tels qu'ils existent depuis 1959 ont trouvé toutes leurs limites et, comme dirait l'autre, ils sont devenus désormais caducs. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose de difficile parce que ça fait 10 ans qu'on dit que c'est caduc, mais ça fait 10 ans qu'on ne le réforme pas. On sait pourquoi, oui, même un peu plus que 10 ans, vous avez raison. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est épouvantablement et technique et politique, mais d'abord technique. On le sait Ah, tous. Et donc, éminemment je vous propose, politique. Si vous en êtes d'accord, et si le président du Sénat en est d'accord, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été faits... Il t'écoute pas, le président par tous du les Sénat. groupes Là. ces dernières années, c'est qu'on soit capable d'amorcer quelque chose dans la durée, avec le sens de l'intérêt général, de la protection des élus locaux et de la protection de leur pouvoir de taux, à la hausse comme à la baisse. Moi, je fais partie de celles et ceux qui défendent cela. On ne peut pas dire démocratie locale d'un côté, liberté locale d'un côté, et commencer à critiquer les élus. Il y a des élections pour ça. Les gens qui sont candidats aux élections municipales, s'ils ne sont pas contents des politiques qui sont menées localement, c'est le principe même de ce que nous défendons. En tout cas, sachez une chose, Président Darnaud, et vous le savez à titre personnel, je le sais, c'est que les règles telles qu'elles ont été imaginées par l'administration ne sont pas des règles qui ont été faites pour gêner, ce sont juste des règles qui finissent par devenir parfois incompréhensibles parce que tout simplement notre système initial n'a que trop vieilli et qu'il est devenu incompréhensible et que désormais quand vous rajoutez... Pardon, je ne vous vois plus. C'est pas grave. Je vous en prie, Monsieur le Président Cambon. Lorsque vous rajoutez des règles qui peuvent apparaître complètement déconnectées de toute forme de sens commun, par définition, elles deviennent incompréhensibles et ça pose une question plus grave, qui est la question du consentement à l'impôt. Départementalisation, on change de J'ai cru méthode, qu'il avait dans fini. un calendrier nouveau, nous vous avons entendu, et on essaye une bonne fois pour toutes, même si ce n'est pas facile, de tracer un chemin nouveau sur la révision des bases locatives. Je pense que c'est l'intérêt général qui le commande. En tout cas, merci pour la mobilisation des parlementaires sur ce dossier. 3 minutes 40. C'est l'une des interventions les Monsieur le plus Premier courtes de ministre, il est Sébastien Lecornu effectivement depuis qu'il est devenu de Premier revenir, ministre. Sur ce mode de calcul, parce que nous allons examiner dans quelques heures, quelques jours, le projet de loi de finances
pour donner à la France un budget. Et je crois que notre message... Ah, il commence ce soir, le Nous Sénat? voulons plus d'économies, moins de taxes injustes. Et puisque je fais face à Colbert, je voudrais que nous ne trouvions pas dans cette citation sur l'imposition une source d'inspiration, ni le gouvernement, ni nous parlementaires, puisqu'il disait que l'art de l'imposition, c'est de plumer loi pour avoir... Non mais c'est fini, Mathieu. Et moins de cris. Je vous remercie. Merci. C'est drôle, j'adore rire. Question numéro 2. Ah, on a perdu la deuxième question. Je vais donner la parole à Sinon, je peux le faire, hein. Samantha Cazebonne pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les macronistes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Madame la ministre. Oh, Berger. Alors que nous déplorons la mort d'une femme hier dans la région de Nantes, permettez-moi de rendre hommage aux 153 victimes de féminicide depuis le début de l'année 2025. Au lendemain de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, il est nécessaire de rappeler qu'en 2025, une femme sur 3 dans le monde indique avoir subi au cours de sa vie des violences physiques ou sexuelles. L'égalité. On peut dire violences entre les femmes sexistes et les hommes sexuelles, hein, d'ailleurs. Dans la grande cause des 2 quinquennats du président de la République, avec pour premier pilier la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça a bien marché. Hein. Avancées notables, on notera que le budget du ministère a triplé depuis 2017, passant de 30 millions d'euros à près de 90. Mais le Parlement n'est pas en reste et l'adoption définitive, il y a quelques semaines, de la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles témoigne de notre détermination pour vaincre ce fléau. Si cette loi pénalise explicitement la notion de non-consentement et renforce la protection de nos concitoyennes dans la lutte contre les violences sexuelles sur le territoire national, qu'en est-il pour nos compatriotes à l'étranger? Car oui, à l'étranger aussi, nos postes consulaires et tissus associatifs font face à ces réalités. Si de nombreuses avancées sont à souligner, à l'instar de la convention avec l'association Save You, qui offre une plateforme de protection, de soutien et d'entraide aux Françaises établies hors de France, ou encore la mise en place de permanences juridiques oui, ils vont gagner des sénateurs en 2026. De Singapour, ces initiatives, bien que saluées, restent trop peu soutenues et déployées à travers le monde. Madame la ministre, le groupe de travail transpartisan sur la loi cadre s'est mis d'accord sur plus de 53 mesures. Pourrions-nous imaginer d'y intégrer les Françaises et les Français de l'étranger? Je vous remercie, Madame la ministre. Et surtout qu'il y a des accords pour les municipales. Entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations. Donc oui, ils vont gagner des sièges au Sénat. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices. Madame la sénatrice Samantha Cazebonne, vous avez raison. À travers le monde, dans tous les conflits, oui, c'est ce qu'a disait la sénatrice, 25 et même novembre. Les femmes sont les premières victimes. On note la date. Sont les premières victimes, à la fois des mouvements réactionnaires, néoconservateurs, religieux, intégristes, qui malheureusement peuvent prendre le dessus. Et pendant longtemps, nous avons cru que la marche de l'histoire allait vers toujours plus de progrès et toujours vers plus de droits humains. Ça n'est pas le cas. Ça reste un combat à travers le monde que la France mène avec une approche universaliste de manière très claire. Et ça reste un combat aussi dans notre pays, puisque la semaine dernière, Berger qui nous parle d'universalisme. 5 féminicides, dont 4 Elle est pas mal, hein. se sont déroulés le même jour. Le même jour, 4 femmes ont été assassinées, ne venant pas des mêmes milieux sociaux, n'ayant pas les mêmes métiers, n'ayant pas les mêmes appartenances, n'ayant pas la même région. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas un fait divers, mais bien un fait de société sur lequel nous devons tous nous mobiliser. Et c'était évidemment l'objectif du groupe de travail transpartisan qui a réuni l'ensemble des forces de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je remercie l'ensemble des groupes qui ont accepté d'y œuvrer et d'y participer. C'est illégal, ça, Piratata. Sur la question des femmes françaises à l'étranger, notre objectif est clair. Il faut porter plainte, là. Toutes les femmes doivent être protégées. Toutes les femmes françaises doivent être protégées, où qu'elles soient. D'où la signature de la convention avec The Sorority Foundation et la plateforme Save You qui permet d'avoir une écoute personnalisée. D'où ce que je peux vous annoncer, ah merde, c'était oral. des Affaires étrangères, d'avoir 200 postes consulaires spécifiquement formés de manière à pouvoir écouter cette parole, l'accompagner, la recevoir. D'où aussi les aides d'urgence qui peuvent être déployées dans le cadre des postes consulaires. La modification aussi du site internet arrêtonslesviolences.gouv.fr de manière à ce qu'il y ait des entrées spécifiques pour les femmes françaises à l'étranger dont nous savons qu'elles peuvent, en plus
subir des pressions économiques et qu'elles sont peut-être encore plus prisonnières parfois de la précarité de leur situation du fait de l'éloignement avec la France. L'éloignement avec la France ne veut pas dire éloignement de la protection que la France leur doit. Merci. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les Indépendants maintenant. N'hésite pas à développer King Loris au cas où, voilà, comme ça ce sera aussi dans la VOD de YouTube. Comme ça, s'il y a des gens qui sont concernés, ils pourront se servir de ce que tu dis. Vous n'êtes pas sans ignorer les rumeurs sur la vente d'Exaïon à Marat. Ma question est simple. Le gouvernement va-t-il laisser la charge de la les preuve Américains racheter une filiale d'EDF? Ah, oula, c'est déjà fini. Ok. Pour vous répondre, la parole est au rachat ministre de Exaïon. l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, Monsieur Roland Lescure, vous avez la parole. Salut les jeunes. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Wattebled, pardon. Merci de votre question qui me permet de préciser un certain nombre de choses auprès de cette entreprise qui d'abord n'est pas une filiale d'EDF et de Comment ça j'espère rassurer sur la stratégie du gouvernement. J'entends depuis 2 mois dire que c'est une filiale d'EDF. Exaïon n'a pas un poids très important dans les enjeux technologiques et numériques de l'avenir, au sens où Exaïon ne fait pas de minage du Bitcoin. J'ai entendu ici ou là qu'on allait vendre nos opérations de minage du Bitcoin. Ils n'en font pas. Et Exaïon n'a pas un poids très important non plus dans les capacités de supercalcul de la France, qui font partie des... Donc c'est pas grave. Énorme. C'est pas grave, on peut vendre Exaïon. C'est ça ? C'est 0,1% des capacités de calcul. La réalité, c'est Exaïon, c'est une des dizaines d'entreprises incubées par EDF, et qu'EDF fasse de l'incubation de start-up en France, je pense qu'on en est tous très heureux. Mais EDF n'a pas vocation à faire de toutes les filiales et de toutes les start-up qu'elle incube des membres du groupe EDF. Et donc que des investisseurs internationaux s'intéressent. Ce serait quand même logique. C'est une très bonne nouvelle. On ne peut pas d'un côté se féliciter de l'attractivité de la France on va laisser, aux investissements internationaux, donc, et de l'autre, EDF met des thunes pour perdre des thunes. Évidemment, intéressant. Comme dans tous les sujets importants comme celui des secteurs de technologie, la procédure dite des investissements directs à l'étranger va s'appliquer et on va examiner de près cette transaction. Le groupe Marac s'est même engagé à déposer un dossier, j'allais dire volontairement, je n'ai même pas eu à leur demander, de manière à ce qu'on s'assure qu'effectivement, dans le cadre de cette transaction, cette entreprise au capital duquel EDF restera, puisse continuer à se développer dans le respect de la souveraineté technologique de la France, et oui, au service de la France et des Français. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, mais on n'aura pas la même version. Marat injecte 115 millions en augmentation de capital qui ne partiront pas chez EDF et resteront bien chez Exaïon. Marat rachète toutes les actions pour 33 millions d'euros. Donc, il s'agit bien d'un rachat. EDF Pulse, qui avait 92,5% du capital, tombe à 10%. Exaïon n'est pas une filiale d'EDF comme les autres. C'est aujourd'hui un partenaire technologique privilégié de 2 banques françaises, la Société Générale et BNP Paribas, qui portent aujourd'hui les textes grandeur nature de l'euro numérique. Alors que Washington construit activement la suprématie de l'or numérique, à l'heure où le président Trump déploie son stablecoin dollarisé, il faut garder notre capacité à fabriquer notre propre stablecoin européen. Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui qu'Exaïon restera... Est-ce qu'on en veut vraiment de leur stablecoin là ? 2 salariés entrés il y a 2 ans avec 126 000 euros repartent avec 3 millions d'euros. De plus, et Marat leur offre des actions. Et beaucoup d'autres qui gravitent autour de cette vente. Le 18 novembre 2025, vous-même avez déclaré publiquement qu'il validerait cette opération avec des fonds d'investissement américains. Comment peut-on expliquer aux Français que l'État, qui a tout payé avec nos impôts, devient ultra-minoritaire au profit d'un fonds dont 100% des revenus proviennent d'investissements étrangers, que notre souveraineté numérique sera protégée, que nos infrastructures ne seront jamais livrées à des intérêts étrangers? Le gouvernement va-t-il laisser le partenaire technologique privilégié de l'euro numérique européen passer sous contrôle d'un acteur américain soumis au Cloud Act? Allez-vous accepter que l'infrastructure qui doit apporter la souveraineté monétaire française et européenne serve demain les intérêts américains? Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Mireille Jouve pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates, Monsieur le Président. Proche de Raphaël Glucksmann. Alors que la COP30 vient de s'achever à Belém, la question des polluants éternels reste un enjeu majeur pour la qualité de nos ressources en eau.
Nous les retrouvons dans les ustensiles de cuisine, les produits cosmétiques, les batteries en lithium ou encore dans les mousses anti-incendie dont je veux parler aujourd'hui. En janvier 2025, un incendie s'est déclaré dans une usine pétrochimique filiale de Lyon-Delbazel à Berlétan. J'imagine que les eaux sont définitivement polluées. Grâce à ces mousses, dont l'efficacité est indiscutable contre les feux d'hydrocarbures. Leurs résidus ont été stockés sur le lieu du sinistre dans une cuve prévue à cet effet. Malheureusement, ils se sont dilués dans des milliers de mètres cubes d'eau déversés dans l'étang de Berre, entraînant une pollution qui fait l'objet de mesures régulières et dont le traitement exigerait une dépense de près de 7 millions d'euros. Mario Martinet, maire de Berlétan, rappelle que d'importants investissements ont déjà été réalisés ces dernières années pour restaurer et protéger le plus grand étang salé d'Europe. Une découverte de chercheurs de l'Université du Nebraska, dont des revues scientifiques ont fait écho ces derniers jours, a révélé la possibilité de neutraliser, grâce à une bactérie photosynthétique répandue dans la nature, l'acide perfluorooctanoïque, l'un des composés PFAS les plus persistants. Elle ouvre la voie à de nouvelles méthodes de traitement des eaux contaminées. Monsieur le ministre, au moment où un plan de décarbonation de la zone industrielle de Fos, représentant plusieurs milliards d'euros d'investissement, est soutenu par le gouvernement, pourquoi ne pas faire de ce sinistre une opportunité pour replacer notre pays aux avant-postes de la lutte pour l'élimination des polluants éternels? Très intéressant comme question. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la transition écologique, Monsieur Mathieu Lefèvre. Ah bon, elle est partie, Barbu ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci pour votre question qui est une question essentielle, la lutte contre les PFAS et singulièrement les PFAS liés au rejet industriel. Excellent. Le gouvernement, sous l'autorité de Monique Barbu, est pleinement mobilisé d'abord pour identifier les sites qui pourraient... Donc j'ai le droit de dire que je suis enceinte. De PFAS. Il y a une cinquantaine d'industriels autour de l'étang de Berre qui ont été identifiés, à la fois pour mieux connaître le phénomène et ensuite, évidemment, pour les inciter à réduire la production de PFAS. S'agissant du risque industriel que vous évoquez et qui a été avéré avec cet incendie en janvier dernier, l'État a été pleinement mobilisé et évidemment, vous avez raison, aujourd'hui il n'y a pas d'alternative malheureusement pour lutter contre les incendies que des mousses qui contiennent en effet des PFAS. Et face à ce risque, l'État a été pleinement mobilisé à la fois pour prévenir en amont avec de nombreuses inspections dans les sites Seveso, également au plan européen pour faire en sorte que l'on ne suive plus de mousse à l'avenir et que les mousses ne contiennent plus de PFAS à l'avenir avec le règlement REACH. Et puis le préfet a également pris un arrêté préfectoral très important pour faire en sorte que les rejets ne suivent pas une limitation maximale de PFAS. Au cas d'espèce, est-ce qu'on peut aller plus loin avec notamment la molécule que vous évoquez? Moi, je suis tout à fait disposé à étudier cette solution. Les réactions, pas ce que tu dis. Je suis tout à fait disposé avec les services préfectoraux et les services de la DREAL qui ont particulièrement suivi ce sinistre, à voir de quelle façon on est en capacité d'avoir un retour d'expérience sur ces rejets, et notamment pour s'assurer que les rejets qui ont été effectués par l'industriel étaient bien conformes aux normes qui ont été prévues par l'arrêté ministériel. Si tel n'était pas le cas, le gouvernement en tirerait, Madame la sénatrice, toutes les conséquences. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Laurence Rossignol, vice-présidente du groupe Monsieur le Premier du Parti comme socialiste. d'autres collègues, et je me réjouis de ces nombreuses questions, je vais vous parler aujourd'hui des violences infligées aux femmes et aux enfants. Et je vais commencer par une observation positive. En 20 ans, le nombre de féminicides conjugaux a diminué de 30%. C'est important de le souligner, car ça prouve que la mobilisation de la société civile, des associations féministes et des pouvoirs publics obtient des résultats. Cependant, le nombre de féminicides reste dramatiquement élevé. Nous devons intensifier la lutte, et nous le devons et nous le pouvons. Il y a un an, c'est comme pour l'alcool une centaine aussi. d'associations C'est sur le temps de travail que c'est préjudiciable. Une proposition de loi intégrale. Il y a 3 jours, une coalition transpartisane de députés et de sénateurs de droite, de gauche et du centre a relayé cette proposition des associations et a déposé une nouvelle proposition de loi.
La ministre chargée de l'égalité a elle-même annoncé un dépôt de projet de loi regroupant l'ensemble des propositions et du travail qui a été effectué autour d'elle pendant plusieurs mois pour déboucher. Monsieur le Premier ministre, par contre, les plans de caméra insistant sur Aurore Bergé, c'est... Nous avons besoin de vous entendre. C'est vous que nous voulons entendre. Je sais qu'il est de tradition on n'a pas que vous besoin. Répondiez au président de groupe. Pour autant, c'est votre parole qui doit s'exprimer. Nous voulons que vous disiez que vous-même, vous êtes personnellement engagé pour que ce projet de loi aboutisse et que vous allez mobiliser tous les ministres, éducation, santé, justice, intérieur et budget, bien entendu. Car on ne protège pas les femmes, on ne les reloge pas, on ne condamne pas les auteurs sans moyens financiers. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites-nous, quand ce projet de loi sera-t-il adopté en Conseil des ministres? Quand sera-t-il inscrit à l'ordre du jour du Parlement? Il en va de la vie de nombreuses femmes et étant donné l'exemplarité de la méthode, il en va aussi de la qualité de vie de notre démocratie. Merci. Alors, est-ce que c'est Sébastien Lecornu qui va répondre du coup? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée non. en charge de l'égalité. Non, c'est Aurore Bergé qui va répondre. Aurore Bergé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, Mesdames doucement, les sénatrices, Madame la Ministre, doucement, d'être celle qui vous répond. Pas d'incitation à la violence, en s'il lien te plaît. direct avec le Premier ministre et en lien interministériel, puisque c'est une cause évidemment partagée et interministérielle que vous connaissez bien. Évidemment, je vais tâcher de vous répondre sur l'engagement qui est celui du gouvernement et qui est une mobilisation générale et totale, évidemment, qui doit être la nôtre. Nous avons démontré, le Sénat notamment a démontré, qu'il y avait une concorde parlementaire qui était possible. Sans le Sénat, l'IVG n'aurait pas pu être inscrite dans la Constitution. Sans le Sénat, le non-consentement dans la définition du viol n'aurait pas pu être inscrit. Mais ça s'appelle la procédure parlementaire, ça, Aurore. Qui, encore, crée un peu de consensus dans le pays et aussi du consensus parlementaire, et je tiens à le dire évidemment ici devant vous. Nous avons des textes qui sont en cours de discussion sur la question du contrôle coercitif. Ça a été voté à l'unanimité d'ailleurs au Sénat, et nous avons en effet ces travaux transpartisans qui ont émergé. À la fois la proposition de loi que vous-même, avec Céline Thiébaut-Martinez et une centaine de parlementaires, avez déposée, et aussi le groupe de travail transpartisan qui, depuis 6 mois maintenant, s'est réuni de manière à ce qu'on puisse voir quels étaient les objets. C'est de l'incitation, justement. Nous avons en effet une cinquantaine de mesures de consensus qui ont émergé entre l'ensemble des parlementaires. On peut ne pas aimer voir Aurore Bergé, c'est mon cas, mais je ne dirais pas que j'ai envie de la frapper. Surtout, justement, alors qu'on est au lendemain de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, justement. C'est le travail que nous allons faire dès le premier semestre avec le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres concernés. Combattre par les mots plutôt que et que cette par loi les puisse points. être déposée de manière à ce que nous puissions fortifier l'état du droit dans notre pays et la mobilisation générale sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences sexuelles et la lutte contre les violences faites aux enfants. Je vais te faire courir, moi, rouquin. Oh, Kignoris. Ah, j'ai oublié d'arrêter le chrono. Jérémy Bacchi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaki. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, face au maire de France, le chef d'état-major des armées a affirmé qu'il fallait accepter le risque de perdre ses enfants, de souffrir économiquement. Ce discours anxiogène et belliciste a laissé les maires, la nation tout entière, incrédule. Madame la Ministre, l'administration, fût-elle gradée et militaire, est aux ordres du politique et non l'inverse. Avez-vous demandé au chef d'état-major de tenir de tels propos ? Cautionnez-vous ce discours sacrificiel contraire à l'idéal républicain de progrès humain qui décrit le scénario d'une guerre mondiale qui impliquerait la France en Ukraine? Nous, communistes, connaissons le prix du sang, c'est pour ça que moi je considère qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Pour la défense de la nation, en ardents patriotes que nous sommes. Or, aujourd'hui, vous entérinez le passage d'un État social à un État guerrier. Toutes les coupes dans les services publics trouvent prétexte par l'accroissement des besoins militaires. Jaurès nous enseignait pourtant que l'on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Madame la Ministre, ces annonces tonitruantes, ce conditionnement des masses actent en réalité une crise majeure et sans précédent de la diplomatie française. Bon, finalement, j'ai pas raté grand-chose, moi, de tout le week-end. Notre pays désavoué en Afrique et au Moyen-Orient, mis à l'écart des discussions qui comptent par le président Trump, la France recule face au désordre du monde. Le président de la République a, depuis 2017, sacrifié nos réseaux diplomatiques et notre influence, dévitalisant l'idée même que notre pays est une puissance d'équilibre. Ah oui. Nous devons mener une coalition avec des lignes rouges claires, en se portant aux côtés de l'Ukraine, en proposant un plan de paix crédible, juste et durable. Toute escalade guerrière dans la période est à rebours de ce qu'exige l'avenir de notre humanité. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi pour limiter les rentes
des grandes entreprises de la défense et neutraliser les dividendes de guerre. L'économie de guerre engendre la valorisation des portefeuilles boursiers, la commande publique se transforme en dividende privé, la destruction et la peur deviennent des indices sur les marchés financiers. Économie de guerre. Comme le disait Victor Hugo, la paix est la vertu de la civilisation, la guerre en est le crime. Je vous remercie. Est-ce que c'était une question ou plutôt un plaidoyer? Pour vous répondre, ou un la peu des parole deux. est à la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Madame Catherine Vautrin. Ah oui, c'est vrai qu'elle est ministre des Armées maintenant. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jérémy Bacchi, merci, Monsieur le sénateur, pour votre question. Et permettez-moi de vous répondre très directement déjà sur la présence du chef d'état-major des armées au 107e Congrès des maires. Vous le savez particulièrement ici, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les maires sont clairement des acteurs majeurs du lien entre l'armée et la nation, tout simplement parce que sur les territoires, il y a des empreintes militaires, il y a des entreprises de notre base de défense, et donc les échanges sont quasi quotidiens sur le territoire. Deuxième élément, je vous le redis, Monsieur le sénateur, très concrètement, le chef des armées, c'est le président de la République. Que fait le chef d'état-major des armées ? Il est conseiller du président de la République, du gouvernement, il coordonne l'activité de nos armées, il exprime au gouvernement les besoins des armées. Il a un cours de droit constitutionnel par Catherine Vautrin. Son propos s'est inscrit strictement dans les termes à la fois de la revue nationale stratégique publiée au mois de juillet dernier, mais également l'intervention du président de la République le 13 juillet à l'hôtel de Brienne, qui est juste le fondement du on te regarde, Catherine. Prends un flingue et va te battre. À savoir, oui, la menace existe. Voilà, en oui, première ligne. Les choses ont changé. Et oui, et son but, c'est de prendre les balles avec sa tête. Les dividendes de la paix, c'est malheureusement référence. Terminé. On peut le regretter, citation. Mais dans tous les cas, nous devons anticiper. L'autre aspect de votre question, Monsieur le sénateur, était sur la place de la France et sur les coalitions. Permettez-moi de vous répondre juste sur l'actualité du moment. Hier après-midi, le président de la République présidait une réunion avec 35 pays sur la coalition des volontaires. Qu'est-ce que c'est que cette coalition des volontaires? C'est le rassemblement des pays qui veulent préparer l'après-paix en Ukraine. C'est comment nous nous rassemblons pour une paix durable, une paix juste et garantir aux Ukrainiens que cette paix se produira sur leur territoire. Donc vous le voyez, non seulement la France anticipe, mais la France est au milieu de l'ensemble des pays engagés pour la paix en Ukraine et donc sur le continent la européen. diplomatie, c'est une compétence européenne, donc la France ne peut rien faire toute seule. Notre collègue Dominique Vérien. Elle n'a pas le droit de faire ça toute seule. Madame la présidente de la délégation. Ah, l'Union centriste. Merci, Monsieur le sénateur de François Bayrou. Madame la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Encore elle. Depuis 2 quinquennats, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est présentée comme la grande cause de notre pays. Certes, le Grenelle de 2019 a marqué une étape importante. Des dispositifs on en voit les effets. Des lois ont été adoptées et nul ne peut nier votre volonté d'agir. Pourtant, les féminicides ne reculent pas et les violences sexuelles restent massives. 150 femmes sont mortes cette année et 600 nourrissons ont été victimes de violences sexuelles en 2024. Ayons le courage de l'admettre, c'est un échec collectif. Celui de l'État, des institutions, mais aussi le nôtre. C'est pas moi qui l'ai dit. Qui avons travaillé, proposé et voté des lois qui ne produisent pas encore... Elle est dans le bloc qui soutient le gouvernement. Pour ma part, bien sûr. Parmi les failles persistantes, la formation des forces de l'ordre. Pourtant, le premier accueil au commissariat ou en gendarmerie peut sauver une vie. Or, les rapports successifs montrent que cette formation est encore partielle, basée sur le volontariat, non systématique et dépendante de financements locaux qui, eux, sont encore en baisse dans ce budget. Oui, parce qu'en plus, c'est surtout l'inverse qui va se produire. Aussi par le manque criant de moyens dédiés. La MIPROF, qui doit piloter et coordonner cette politique essentielle, tout en assurant la formation de l'administration de l'État, des collectivités territoriales ou de la société civile, dispose de seulement 9 postes et de 9 000 € de frais de fonctionnement pour l'année. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans le budget 2026. Comment prétendre remplir ces objectifs ambitieux avec de tels moyens ? Ma question est donc double, Madame la Ministre, et s'adresse en réalité également à tous vos collègues. À quand la formation obligatoire, initiale et continue, des policiers, des gendarmes, des magistrats et des services sociaux ? À quand un pilotage fort interministériel ? Mettons beaucoup de choses à quand. Je suis d'accord. De cet enjeu vital. Je suis d'accord. S'il y a de la déconcentration, c'est à Caen qu'elle doit se passer. On envoie tous les services à Caen et moi je suis content. L'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Berger.
On met toutes les formations à Caen. Ça me fera du boulot. Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Dominique Vérien, permettez-moi aussi évidemment de saluer la mobilisation qui est la vôtre à titre personnel en tant que présidente de la délégation et de l'ensemble des membres de la délégation du Sénat pour les travaux que vous avez conduits, notamment sur la question de la santé des femmes qui ont été extrêmement importants, ou la lutte contre la pornographie dont on sait le fléau que cela représente en termes de représentation pour nos enfants et nos adolescents. Bien évidemment que la question c'est toujours quand. Je le dis avec le ministre de l'Intérieur de manière extrêmement claire, la formation initiale des policiers et des gendarmes n'est pas une option, c'est bien une obligation. Aujourd'hui, plus de 200 000 policiers et gendarmes ont déjà été formés sur la manière avec laquelle ils doivent pouvoir recueillir la parole des victimes. Pour avoir moi-même fait l'exercice en me rendant dans un commissariat cette semaine, et n'importe quel parlementaire peut évidemment le faire, vous verrez aujourd'hui qu'ils ont des procès-verbaux types. Dans ces procès-verbaux types, ils ont toute une conduite de l'entretien pour l'accueil des personnes victimes de violences sexuelles ou victimes de violences intrafamiliales. Avec justement la c'est quand même dingue de porter ça comme un truc génial alors que c'est le b.a.-ba quoi. Par les victimes elles-mêmes, les violences des trucs comme ça, les violences économiques, parfois les procédures type, j'en élabore moi des tas au quotidien. Puisqu'il y a encore des personnes qui considéreraient que cela va de soi et est normal avec la question du devoir prétendument conjugal. Donc ces conduites d'entretien sont faites. Nous avons une grille d'évaluation du danger également. Elle est en cours de révision avec le ministère de l'Intérieur. Normal, c'est pas moi qui les forme. Garantir évidemment que c'est incomplet. Que l'ensemble des aspects soient bien interpellés, notamment sur les risques suicidaires qui peuvent exister et qui sont nombreux à exister, nous le savons, sur la question des femmes victimes de violences sexuelles ou de violences intrafamiliales. Ces grilles d'évaluation du danger, d'ailleurs, elles ont été développées en FALC pour les personnes qui sont plus éloignées de notre facile à lire et à comprendre. De handicap. Donc oui, cet engagement est tenu sur la formation et cet engagement sera évidemment renforcé, notamment en s'appuyant sur les élus locaux et les élus locaux de la MRF. Nous avons déjà 600 élus locaux dans le réseau. Nous allons signer une convention cet après-midi avec Françoise Gatel sur le sujet pour renforcer cette coopération. C'est fini, Aurore. Merci. Madame Vérien, vous avez quelques secondes. Putain, je dis que c'est fini, elle raccroche, dis donc. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Nous ne doutons pas de votre engagement. Je pense que le centre Hubertine Auclair sera ravi d'apprendre qu'il va enfin pouvoir reprendre la formation des policiers de l'Île-de-France. J'aurais pas mieux dit, Piratata. La parole est à notre collègue Ghislaine Séné pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoire. Les écologistes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Après 6 mois de travail, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfance en mai dernier a rendu il y a quelques jours ses conclusions. Le constat y est sans appel. Les temps de vie des enfants sont trop fragmentés, construits autour des contraintes des adultes. À ce qui paraît, les syndicats enseignants sont scolaires et extrascolaires. Contre les propositions. La raréfaction des temps libres sans contrainte, le temps de transport, d'écran sont autant d'éléments qui impactent leur bien-être, leur santé, leur apprentissage et qui accentue de fait les inégalités sociales et territoriales. Ah bah oui, Staphoreus. Alors je veux saluer ici le travail de la Convention citoyenne qui, au travers de ses 20 propositions structurantes, je veux bien que tu développes du coup si tu as des éléments toi qui que tu veux mettre en lumière. Monsieur le ministre, j'ai 2 questions. À l'heure où le gouvernement se désengage envers la jeunesse et où vous vous apprêtez à procéder à une coupe budgétaire de près d'1 milliard dans les politiques qui leur sont dédiées, telles que les colos approyantes, les passeports, les missions locales, mais aussi la suppression de postes d'enseignants, le nombre insuffisant d'AESH, sans parler de la mise en danger réelle des associations éducatives, sportives, culturelles, œuvrant pour et avec les jeunes. Je m'interroge, quelle suite comptez-vous donner réellement à ce rapport et comment comptez-vous articuler et associer l'ensemble des acteurs de la jeunesse, enseignants, encadrants, mais aussi élus locaux, dans des collectivités déjà très fortement en tension sur le périscolaire, qui attendent une réponse très claire de votre part. Parce que là, la semaine, elle est à combien? 4 jours, 4 jours et demi nationale. C'est Édouard Geffray. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Alors effectivement, la Convention sur les temps de l'enfant est un jalon important, substantiel, sur la réflexion relative à l'articulation des différents temps de l'enfant. Et comme vous, d'ailleurs, je me permets d'adresser mes remerciements aux 133 citoyens et citoyennes ainsi qu'au CESE qui ont participé à cette Convention. Il y a un certain nombre de points de convergence qui ressortent des travaux, notamment sur la nécessité de réellement penser comme un tout. Comment ça dépend des temps de l'enfant. Et sur le caractère extrêmement transversal et dans le fond assez partenarial de ces différents temps. Quand on parle des temps de l'enfant, on parle des familles, on parle de l'école bien sûr, on parle des collectivités territoriales, on parle aussi des associations, notamment d'éducation populaire. Cela étant dit,
sur le strict temps de l'école, et qui, comme vous le savez, ne représente que 18% du temps de l'enfant. Il y a effectivement des réflexions à mener. Il y a aussi des expériences qui ont été menées, vous le savez. Il y a eu des phases successives, avec des résultats d'ailleurs que je qualifierais d'inégaux. Et donc la suite des travaux ne peut être qu'envisagée, une fois encore, que de manière à la fois partenariale et qu'en tenant compte aussi des contraintes propres au service public de l'éducation. Ah bah oui. Donc, évidemment, à partir de ce jalon, nous allons poursuivre la réflexion. Merci pour vos retours Pas là-dessus. que sur le temps de l'école, sur les intéressant. différents éléments que vous avez mentionnés. Je pense notamment aux écrans, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir bientôt vers vous pour enlever 10 minutes parler de manière cours, plus si précise. derrière tu retires 1 milliard, bah oui. Voilà, c'est un point de départ sur lequel nous allons désormais pouvoir travailler ensemble, et notamment dans le cadre des instances, je pense en particulier au Conseil supérieur de l'éducation. Merci. Merci, Madame Séné. C'est tout sa réponse? Alors je vous entends, point de départ, jalon. En fait, je vous mets en garde. Depuis 2017, c'est la 3e convention citoyenne que lance Emmanuel Macron. 3 exercices de démocratie participative, 3 promesses d'écoute. Et pourtant, les citoyens ont travaillé, débattu, proposé avec sérieux et créativité. Et sur le climat, un mépris total des 149 recommandations formulées. Sur la fin de vie, un soutien frileux et sans cesse repoussé. Alors, aurez-vous vraiment le courage cette fois-ci de les écouter et de mettre en place leurs idées, de les transformer en décisions politiques? C'est un vrai enjeu démocratique, c'est un vrai enjeu de démocratie participative et vous êtes attendus sur le sujet. Oui, c'est dommage parce que pour le coup, les conventions citoyennes, je trouve que c'est une bonne idée. C'est dommage que ça finisse un petit peu comme ça en eau de boudin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ça aurait ministre, pu être quelque chose de bien. Samedi, l'hommage rendu à Mehdi Kessassi a rassemblé une foule qui a dit une chose: les Français n'en peuvent plus de voir leurs enfants détruits ou tomber sous les balles des trafiquants. C'est un truc de bingo de républicain de dire les Français n'en peuvent plus là. Les 18 blessés, C'est pas 14 possible. innocents, 14 vies arrachées, 14 familles détruites. À travers elles, à travers Mehdi, S'ils je le veux disent rendre pas, un ils hommage explosent. solennel aux victimes et dire à leurs proches que la France ne les oubliera pas et qu'elle réagira avec toute la force nécessaire. Ces crimes ne sont pas des faits divers, ils sont les signes d'une narco-violence qui prend les allures de terrorisme. Et pourtant, l'ancien garde des Sceaux a préféré minimiser les alertes plutôt que de reconnaître l'effondrement de l'autorité de l'État. La vérité, c'est que nous perdons du terrain. Les magistrats de Marseille l'ont dit sous serment, nous livrons une guerre asymétrique contre les organisations riches, armées, implantées dans 173 narcocités pesant 7 milliards d'euros par an. Ces territoires ne sont plus des quartiers populaires, mais des zones de droit parallèle où la pègre, les trafics, y compris d'êtres humains, et l'islamisme dictent leurs lois. Ces réseaux ont déclaré la guerre à la République française. Face à cela, les hommages ne suffisent plus. Il faut frapper fort, vite et juste. Avec Martine Vassal, nous voulons faire de Marseille le fer de lance de la reconquête de la sécurité. C'est pourquoi, à la suite de la loi que nous avons portée notamment avec Bruno Retailleau, Vassal, qui est Étienne Blanc et candidate au Jérôme municipal Durin, à Marseille. je réitère la demande qui vous a été formulée par Martine Vassal de la création immédiate d'une antenne marseillaise du PNACO, le parquet national anticriminalité, afin de frapper au cœur des réseaux criminels et de coordonner une riposte à la hauteur. Tout est prévu pour accueillir cette nouvelle juridiction à Marseille. Cette exigence est portée par les élus locaux, des magistrats comme Luc Fontaine, qui appellent à agir là où la guerre se joue. Soyons concrets. Monsieur le ministre, il y a urgence. Le gouvernement va-t-il agir et accéder à notre demande de PNACO à Marseille? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Lunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, évidemment, comme vous, je veux saluer le rassemblement qui s'est tenu à Marseille samedi et qui est une réponse extrêmement forte donnée aux trafiquants. C'est aussi important, la réponse. Quelle réactivité incroyable. Il ne peut pas y avoir qu'une réponse répressive, une réponse policière, une réponse judiciaire. Et cette réponse, elle est bien présente. Je vous rassure, on va continuer à démanteler. Moi, je me souviens quand j'étais au collège, l'infirmière, elle était là un jour sur 5 parce qu'elle faisait 5 collèges en même temps. Il y a 2 opérations qui ont été déjouées en campagne. Grâce à l'engagement. J'imagine pas tous les kilomètres qu'elle devait faire. Sous l'autorité du préfet des Bouches-du-Rhône, de la préfète déléguée de police, et puis évidemment sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. On va continuer à mener ces actions. On va appliquer, on va les renforcer avec la loi qui a été adoptée en juin 2025 et qui va donner des pouvoirs renforcés à nos policiers, à nos magistrats, et qui mettent maintenant la lutte contre le narcotrafic en termes d'outils, de moyens, au même niveau que la lutte contre le terrorisme. Et donc on aura des outils supplémentaires, le gel administratif des avoirs, des mesures des préfets qui permettront de prendre des interdictions de paraître, de fermer des commerces. Lâche le micro, Laurent. De mieux
qui permettront de mieux coordonner les services entre eux. Le PNACO en fait partie, et il y a aussi l'état-major particulier qui a été créé par mon prédécesseur, donc, et qui sera à la Direction nationale de la police judiciaire et qui va permettre à tous les services d'échanger des informations. Pardon, je parle aussi au nom du garde des Sceaux, qui m'autorisera, mais ce qui fait la force de l'EMCO, ce qui fait de l'état-major de lutte contre la criminalité organisée, ce qui fait la force du parquet national de lutte contre la criminalité organisée, c'est sa centralisation, c'est sa capacité à tout rassembler, à réunir toutes les informations pour mieux décider d'actions répressives sur l'ensemble du territoire, qu'elles soient en renseignement, qu'elles soient policières ou qu'elles soient judiciaires. Voilà, lâche ce micro. Madame Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi d'insister. Nous avons demandé la création du PNACO national à Marseille parce que c'est un signal fort de reconquête de nos territoires. Je dirais que face à l'islamisme, face au terrorisme, comme face au narcotrafic... Pour le Uptime, oui, on en avait parlé pendant le stream avant les intempéries. Et cet outil à Marseille me semble absolument indispensable et sera un signal fort de la reconquête face au narcotrafic. Merci, j'insiste sur cette demande. Merci. La parole est à notre collègue Michael Weber pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, salut les jeunes qui va répondre. La fermeture des usines Novasco met à mal votre politique de relance industrielle. Celle d'un État qui rechigne à toute intervention directe dans l'économie, mais qui se ruine en aide publique sous couvert de promesses souvent non tenues par des acteurs privés si peu soucieux de la casse sociale qu'ils provoquent. Combien de projets de reprise d'industrie en difficulté ont ainsi englouti ces aides? 85 millions d'euros d'aides pour Novasco, 298 millions pour ArcelorMittal, pour ne citer que. Qu'ont donné en retour les entreprises bénéficiaires de ces aides? Le rapport de notre collègue Fabien Gay sur ce sujet est édifiant. ArcelorMittal qui, tout en distribuant 200 millions de dividendes à ses actionnaires, organise aux frais de l'État le licenciement de 600 salariés à Dunkerque, à Florange et en Basse-Indre. Pour Novasco, le fonds Grébul n'y aura investi qu'1,5 million d'euros sur les 90 promis, provoquant la fermeture définitive des usines à Gondange, à Custine et à Saint-Étienne. 549 emplois sont supprimés à cause des atermoiements de ce fonds d'investissement que vous qualifiez vous-même de voyou. Est-ce que je peux avoir vous plus de réagissez détails, ça a l'air enfin en intéressant. saisissant la justice, mais convenez que c'est un peu tard. Le gouvernement qui, au cours des reprises de Novasco, a déjà engagé plus de 200 millions d'euros pour l'essentiel à fonds perdus, persiste pourtant à écarter toute perspective de détention majoritaire, voire même de participation publique au capital de ces entreprises stratégiques. Allez-vous désormais songer à renforcer le pouvoir de l'État sur la gouvernance des entreprises industrielles, plutôt que de vous limiter à dresser les constats d'échec et à payer les pots cassés? Envisagez-vous enfin d'interdire les licenciements économiques quand le comportement financier des entreprises atteste de leur parfaite viabilité? C'est d'ailleurs tout l'objet de la proposition de loi défendue ici même par notre collègue Thierry Cozic pour encadrer le recours abusif aux licenciements économiques pratiqués par les multinationales in bonis. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, monsieur Lescure. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Novasco? Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs. Il n'y a plus rien à faire. Ah si, s'il faut donner de l'argent maintenant que c'est fermé. Comme ça, les actionnaires ils partent avec. Non, mais merci pour votre question. Franchement, ce qui se passe chez Novasco, c'est difficile pour nous tous. C'est évidemment difficile en premier lieu pour les salariés. C'est particulièrement difficile pour moi. Ce ne serait pas difficile si tu faisais de ton rôle de ministre. Organiser la reprise des sites. Alors, je voudrais quand même rappeler que dans ces reprises, il y a eu de bonnes nouvelles. Le site de Fos a été repris par un industriel italien, Massegaglia, qui investit, qui décarbone le site de Fos. C'est plus de 300 emplois sauvés. Et l'entreprise Métal Blanc s'est engagée, et le tribunal l'a autorisé à reprendre le site de Dunes. C'est des dizaines d'emplois sauvés. C'est là aussi un investissement. Et vous critiquez l'action de l'État. Nous avons accompagné la reprise à Fos. Oui, ils critiquent parce que dans 3 ans, ce sera la fermeture des sites. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison, Grébul n'a pas été au rendez-vous. Et quand mon collègue Sébastien Martin, qui travaille à mes côtés en charge de l'industrie, m'a proposé de saisir la justice sur le non-respect des engagements de Grébul, je l'ai évidemment soutenu et on ira jusqu'au bout. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe des salariés et il faut qu'on puisse accompagner les salariés. Et ça, c'est aussi Sébastien Martin qui le fait avec tous les élus de la région pour donner un espoir à la fois au territoire, au terrain et évidemment et surtout aux salariés. Maintenant, monsieur le sénateur, il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Je ne pense pas que c'est en nationalisant l'industrie française qu'on va
lui permettent de faire face à la compétition internationale. Et je ne pense pas non plus que c'est en interdisant les licenciements qu'on va créer de l'emploi en France. Là-dessus, on sera d'accord pour pas être d'accord. Je reste persuadé que l'industrie va pouvoir se développer si on investit dans l'innovation, si on investit dans la décarbonation, si on la protège au niveau européen sur des secteurs comme celui de l'acier, vous l'avez mentionné, pour lequel la France se bat pour qu'on ait une clause de sauvegarde. On va rester dans une économie ouverte, surtout dans ces secteurs extrêmement compétitifs. J'aime bien l'économie ouverte, c'est toujours quand ça les arrange. Les entreprises françaises contre la concurrence internationale déloyale, mais il faut être offensif, monsieur le sénateur, j'en suis convaincu. Vous avez quelques secondes, M. Weber. En tout cas, ils respectent leur temps de parole aujourd'hui. Parce que sur ce sujet, finalement, vous faites preuve de dogmatisme. Je pense qu'en l'occurrence, on doit tout essayer pour les salariés, pour le territoire, et c'est de votre devoir. Merci. La parole est à notre collègue Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains. Ah, les Français n'en peuvent plus. Attendez. Je vous jure, s'il ne le dit pas, il explose. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai mal à mon université publique. Ah, les étudiants n'en peuvent plus. De promotion de l'universalisme auquel nous sommes tous évidemment très attachés vacille aujourd'hui sous les assauts répétés d'un certain nombre d'idéologues qui menacent ses fondamentaux les plus importants. Oui au débat et à la liberté d'expression évidemment, mais dans un cadre résolument républicain qui ne permet pas tout et sûrement pas l'incitation à la haine, le racisme et l'antisémitisme. Explosion ! C'est, hélas, ce qu'il se passe au cœur de l'université de Lyon 2, qui incarne, j'allais dire, à elle seule, cette dérive, cette gangrène qui progresse à vitesse grand V. Souvenons-nous du professeur Balanche, contraint de quitter son amphithéâtre sous la menace physique de militants d'extrême gauche. Souvenons-nous de ce vice-président de la même université, contraint, lui, de démissionner pour simplement s'être exprimé sur le conflit entre Israël et le Hezbollah libanais. Plus récemment, nous avons franchi un nouveau cap dans l'ignominie avec ce professeur d'histoire, M. Terry, qui a publié sur ses réseaux sociaux une liste de 20 noms célèbres qu'il qualifie de génocidaires à boycotter en toutes circonstances et dont le seul tort est d'être juif. Comme une incitation au retour du port de l'étoile jaune, cet épisode nous plonge dans les heures les plus sombres de notre histoire. Monsieur le ministre, vraiment en train de dire ce que je crois qu'il est en train de dire. Quelles sanctions exigez-vous à l'encontre de M. Terry? Merci. Je ne sais même pas comment le résumer. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, M. Édouard Geoffroy. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Piednoir. D'abord, je voudrais excuser l'absence de Philippe Baptiste, qui est actuellement en réunion ministérielle à Brême sur il est en train de s'envoyer en l'air. l'Agence spatiale européenne, et je réponds par conséquent, évidemment, en ces lieux et places. Vous avez raison, la République, c'est le lieu du débat démocratique. Je ne sais même pas Mais comment en République, on ne fait pas des listes. On ne fait pas des listes de gens qu'on veut aux gémonies. On ne fait pas des listes de gens qu'on livre à la vindicte des réseaux antisociaux. N'hésite pas à repasser à la fin du live. On ne fait pas des listes à raison des convictions philosophiques ou religieuses réelles ou supposées des personnes. C'est une honte, ce qui s'est passé. Alors, j'y viens. La première chose, c'est qu'il faut qu'on soit effectivement d'accord sur le fait que c'est profondément scandaleux. Et évidemment, en mon nom propre, comme mon gouvernement, 1, je condamne. 2, j'apporte mon soutien aux personnes qui ont été visées et à toutes les victimes de ce type de pratique. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse qui est de l'ordre judiciaire. Et c'est pour ça que je tiens à saluer la réaction de la C'est quoi ce plan de caméra là sur Maud Bréjon? Non seulement à condamner, mais qui a évidemment aussitôt fait un signalement sur le fond de l'article 40 au procureur de la République, qui a ouvert une enquête. Il y aura donc une suite pénale qui, évidemment, également en République, ne relève pas du gouvernement. Le troisième point, c'est ce que vous avez mentionné, c'est que... Et pareil, pareil du côté du législatif, vous attendez la fin de l'affaire pour pouvoir la commenter. Un antisémitisme que personne ne peut nier. Et vous savez qu'il y a une loi qui a été prise, qui a été adoptée, ici même et dans l'autre hémicycle. Il y a un truc avec le régisseur du Sénat. C'est lutte contre l'antisémitisme à l'université. Et les décrets d'application sont pris dans les prochaines semaines pour permettre à cette lutte de continuer. Et pour faire en sorte que personne ne détourne le regard, personne, et que personne ne procède à une forme de relativisme face aux pratiques que vous avez dénoncées et dont nous partageons la dénonciation. Merci.
Monsieur Piednoir. Monsieur le ministre, il regarde quand même le nom pour être sûr. Il ne connaît pas le nom des sénateurs. Me semblait un prérequis indispensable pour montrer l'intransigeance de l'exécutif vis-à-vis de ses agissements. Et la présomption d'innocence? L'émotion et l'indignation ne suffisent plus. Il faut des sanctions fermes, notamment, comme vous l'avez dit, au moment où notre pays connaît une multiplication des actes antisémites, depuis les attentats islamistes du 7 octobre, au moment même où des formations politiques se nourrissent de cet antisémitisme à des fins électorales. Chaque jour qui passe et qui est une hésitation est un aveu de faiblesse. Et sur ce sujet, nous ne pouvons pas transiger. Oui, parce que c'est bien connu, la droite n'utilise pas l'islamophobie à des fins électorales. La parole est à notre collègue Brigitte Bourguignon pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, l'Union centriste, ça fait longtemps. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Vous affichez une justice ferme et encore je crois que je la connais. Avec votre nouvelle oui, Brigitte Bourguignon, elle était ministre. Votre volonté était la même à l'ouverture du quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil. Tout était millimétré, les convois blindés et les hommes cagoulés. Les habitants étaient prévenus, leurs nouveaux voisins comprennent parmi eux les 100 détenus les plus dangereux de France. Et pourtant, lundi, l'un de ces détenus, déjà évadé par le passé, a quitté seul ce quartier dit de haute sécurité. Pourquoi? Pour un entretien d'embauche à l'autre bout de la France, en vue d'une sortie espérée en 2029. Le voilà dans le train, puis le soir venu, qui revient sonner à la porte de la prison, retard de 20 minutes de la SNCF compris. Monsieur le garde des Sceaux, pour les surveillants, déjà éprouvés par la dureté du métier, c'est un profond sentiment d'incompréhension. Mais pour les Français aussi. C'est toujours compliqué, à l'heure de la visioconférence, mais j'aurai l'occasion d'en parler trajet de 600 km quand on fera des bulles dessus. L'indépendance de la justice, nous y sommes attachés profondément. La compétence du droit, nous le connaissons trop bien. Et il nous appartient, autant qu'à vous, d'y remédier. Dans ce même centre sont incarcérés d'autres criminels dont la dangerosité n'est plus à prouver. Ma question est concrète. Quelles décisions immédiates et surtout quels moyens comptez-vous mettre en place pour conjuguer à la fois la sécurité de nos concitoyens et la réinsertion des détenus? Merci. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. J'espère, et je le sais ici au Sénat, que l'ensemble de la représentation nationale et, à travers vous, tous les Français comprennent le danger extrêmement important que représente le narcotrafic dans notre pays. Un danger, je l'ai dit, au moins égal à celui du terrorisme, et je pèse mes mots. Il tue tous les jours et dans le monde entier. Ça touche tous les pays, y compris ceux qui utilisent parfois l'armée pour lutter contre les narcotrafiquants. La première cause de mortalité aux États-Unis d'Amérique, malgré le volontarisme de M. Trump, c'est le fentanyl. Et nous avons su changer en 2015, je pense toute la classe politique confondue, en soutenant le gouvernement d'alors, lorsqu'il a décidé de répondre avec force contre l'intégrisme religieux qui menait à l'islamisme radical, qui menait au terrorisme. Nous devons changer de braquet, c'est ce que vous avez fait avec la loi de narcotrafic ici, mais c'est ce que nous faisons aussi avec les prisons de haute sécurité, et donc notre façon de fonctionner vis-à-vis des narcotrafiquants. Et vous ayant dit ça, Madame la sénatrice, Madame la ministre, je veux donc appliquer aux narco-bandits les mêmes règles que pour les condamnés pour terrorisme. Il n'est pas possible aujourd'hui dans notre droit, et c'est le droit français, qu'un quelqu'un qui serait condamné pour terrorisme puisse 3 ans avant une éventuelle sortie de sa prison fasse un entretien d'embauche alors qu'il était dans un régime carcéral parce qu'on le considérait comme particulièrement dangereux. Ce n'est pas le ministre qui le considère dangereux, ce sont les juges d'instruction spécialisés qui donnent leur accord pour que ces personnes aillent dans cette prison de haute sécurité. C'est nos services de renseignement qui établissent les profils. Et vous avez vu qu'à Vendin-le-Vieil, à la prison du bassin minier, puisque j'ai promis au maire de Vendin-le-Vieil de l'appeler autrement dans votre département, nous ayons aujourd'hui une prison sans qu'aucun drone, sans qu'aucune clé USB, sans qu'aucun téléphone ne puisse rentrer dans une prison qu'on a construite en quelques mois. Donc je proposerai en janvier prochain la fin de ces possibles aménagements qui paraissent en effet très décorrélés
de la grande inquiétude qu'ont les Français, à juste titre, du narcotrafic. J'espère que le Sénat et le Parlement me suivront. Madame Bourguignon, vous avez... Non. Non. Voilà, la parole est à notre collègue Françoise Dumont pour le groupe Les Républicains. Les Républicains, toujours. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers Bonjour collègues. YouTube, Monsieur le ministre, pas trop le sérum de faire l'idiot pendant les QAG. Le 28 septembre 2024, le Premier ministre Michel Barnier avait annoncé la reprise pour rattraper le sub de tout à l'heure, c'est ça ? Et le dépôt d'un grand projet de loi de sécurité civile par le gouvernement. Après 12 mois de travaux participatifs, le rapport de synthèse du Beauvau de la sécurité civile... Non mais oui, je suis d'accord, venez en live. ...sur un projet de loi déposé au Parlement à l'automne 2025 a été présenté le 4 septembre dernier par François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je veux ici saluer les actions des ministres François-Noël Buffet et Bruno Retailleau qui ont placé très haut notre sécurité civile durant leur exercice à Beauvau. Merci Bruno. D'ailleurs, on n'a pas vu, mais il est de nouveau dans les bancs du Sénat, Bruno Retailleau. Ne communique plus sur ces projets pour notre sécurité civile. De plus, il n'y a pas eu de plan de caméra sur Bruno. La réforme des retraites prévoyait à l'article 24 que les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une attribution de plusieurs trimestres pour leur retraite dès 10 années de service. Reprenant les modalités précisées le 10 octobre dernier par le Premier ministre, vous avez confirmé la semaine dernière devant l'Assemblée nationale que le décret était finalisé et entrerait en vigueur rapidement. Ah oui, donc c'est vraiment une question chaude. Cette question des retraites des pompiers. Persiste dans son choix de ne pas vouloir se saisir de l'opportunité de reconnaître la contribution des volontaires des 10 années de service, comme la loi votée par le Parlement le lui permettait, en choisissant plutôt l'attribution d'un trimestre supplémentaire de retraite après 15 ans d'engagement. Je le regrette. Aussi, ah la vache, ah oui, la douille, elle est profonde là. Devant la représentation nationale, les un trimestre pour 15 ans. Concernant le futur projet de loi de sécurité civile annoncé dès l'automne 2024, c'est même plus la fistinière à ce niveau-là. Pardon du langage un peu cru. Ce qui est majeur sur le sujet du financement de nos SDIS et expliquer son choix quant à l'arbitrage des 15 années de service pour l'attribution de trimestres supplémentaires de retraite pour nos sapeurs-pompiers volontaires, dont l'action, vous le savez, est essentielle à notre modèle de sécurité civile. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames Lâche le micro, Laurent, s'il te plaît. Madame la sénatrice, donc il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est, vous me prêtez de bien mauvaises intentions. Enfin, je crois que j'ai toujours dit, redit, et dans le micro, m'a adressé le Premier ministre, que nous donnerons une suite au travail qui a été mené dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile, qui avait été lancé par Gérald Darmanin, et qui a été repris par Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, effectivement, qui a fait un travail remarquable sur le Beauvau de la sécurité civile. Donc, l'ensemble, ça a donné lieu à 100 propositions, et je vous redis ce que j'ai déjà dit publiquement dans les médias, et ce qui figure dans ma feuille de route comme ministre de l'Intérieur. Il y aura évidemment un texte qui va retraduire ces propositions qui portent sur plusieurs sujets. Il y a plein de sujets, toutes les thématiques sont abordées. Celle du financement, vous l'avez cité, celle des missions, avec la clarification pour le secours aux personnes, celle des statuts, où nous avons besoin de cette pluralité de statuts que sont les sapeurs-pompiers volontaires, les professionnels, les militaires, et puis aussi ne pas oublier les associations agréées de sécurité civile. Toutes ces thématiques sont traitées dans le cadre des propositions qui m'ont été remises et sur lesquelles, évidemment, je vais travailler. Je vous le redis, il y aura un texte. Concernant les trimestres supplémentaires pour les sapeurs-pompiers volontaires, j'ai été interpellé sur la question déjà de savoir à quel moment ce texte allait paraître. Il y a eu un débat interministériel qui s'est tenu. Effectivement, in fine, le choix qui a été retenu, c'est de donner un trimestre au bout de 15 ans de service, puis un deuxième trimestre à 20 ans, puis un troisième à 25 ans. C'est une mesure qui est extrêmement importante pour faire en sorte qu'on puisse... Non mais vous vous rendez compte, vous sauvez des vies pendant 15 ans et on vous donne un trimestre de retraite, quoi. Dans le fonctionnement d'un système de sécurité civile à la française. Et ce texte, je peux confirmer, j'ai pas les mots, a été transmis au Conseil d'État, qu'il est soumis également pour avis à un certain nombre d'arnaques, dont certaines caisses de retraite, qu'il sera publié avant la fin de l'année pour une mise en application dans le courant de l'année 2026. Voilà ce que je peux vous dire, Madame la sénatrice, là-dessus. Vous sauvez Croyez bien sur ma détermination vous sauvez des gens, vous sauvez des vies, à mettre en œuvre des mesures de sécurité civile et on vous donne conforter notre modèle qui est si important, important à nos yeux.
C'est même pas en plus une année de cotisation ou quoi, non, c'est un trimestre, 3 mois. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. C'est honteux, c'est honteux, voilà, c'est honteux, je le dis. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, entre 2500 et 4000 âmes manquent à l'appel chaque année en Guadeloupe et en Martinique. Solde démographique déjà négatif, vieillissement massif, voici la triste réalité que vivent ces deux pays depuis plus d'une décennie. À très court terme, c'est une épopée humaine, et quelle épopée, qui sera définitivement rayée de la carte du monde. Des siècles d'histoire, de résistance, de lutte contre tout, y compris l'ignoble, réduite à néant. Des siècles à construire une humanité qu'on n'attendait pas. J'aime beaucoup sa prosodie. Dans les années 60, et pour faire taire la rébellion contre misère et sous-développement, le pouvoir d'État n'avait rien trouvé d'autre à proposer que l'expédition massive de nos jeunes compatriotes en France. Il fallait dégonfler au plus vite la légitime et vive contestation réprimée dans le sang. 45 000 des nôtres sont ainsi partis. Adieu foulard, adieu madras. Nous refusons la réalité, nous refusons cette fatalité, car cette flamboyante humanité ne doit pas être inexorablement vouée à l'extinction. Il y a 3 ans, oui 3 ans, Madame la Ministre, et même si le dispositif issu de nos débats a été bien ébréché par nous-mêmes, le passeport retour a été voté. C'était un tout petit début d'inversion au passeport le plus souvent aller sans retour du Bumidum, des enfants de la Creuse et autres scélératesses. Qu'en est-il aujourd'hui, 3 ans après, où en sont les arrêtés d'exécution tant attendus? Eh bien, ça c'est de la question. Est à la ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, j'ai cru qu'elle allait dire Madame la socialiste. Oui, bien sûr, l'attractivité des territoires ultramarins, ça doit être au cœur et pas à côté des politiques de développement économique, ce qui appelle des réponses adaptées aux territoires ultramarins. Et si je prends l'exemple de la Martinique, au hasard, Madame la sénatrice, la Martinique, vous l'avez dit, est confrontée à un vieillissement de la population. Ah, c'est la Martinique. Et en même temps à un départ de ces jeunes, notamment des jeunes diplômés. C'est un problème qui est bien identifié. Je sais que Martinique-Guadeloupe, c'est un peu Normandie-Bretagne, c'est très compliqué. Et je veux lancer un chantier sur le sujet dans les prochaines semaines. Parmi les dispositifs pour encourager les jeunes à se réinstaller dans leur territoire, vous l'avez évoqué, c'est l'aide au retour. Ce dispositif, il a été adopté à l'Assemblée nationale. Ce sont vos collègues, vos homologues Olivier Servat et Max Mathiazin. Ça a été repris dans le SIOM de juillet 2023, intéressant, et c'est dans le projet de loi de finances pour 2024. Je veux dire qu'il n'y a pas une, mais plusieurs aides ciblées et calibrées en direction de publics différents. Il y a les actifs qui ont des projets d'installation professionnelle, il y a les salariés, il y a les porteurs d'entreprises innovantes, les stagiaires aussi, les alternants. Mais vous avez raison, Madame la sénatrice, tout ça prend beaucoup trop de temps. Ça ne va pas assez vite, ce n'est pas normal, d'autant qu'on sait l'attente. Et bien alors, qu'est-ce que t'attends? Tu le ponds ton décret? Les choses ont néanmoins avancé, je veux le dire, ces dernières semaines, puisque les dispositifs d'aide au retour ont été précisés dans un décret qui date du 6 septembre dernier. Les choses sont... Oh, elle n'a pas l'air convaincue. Il faut un arrêté, effectivement, vous l'avez évoqué. Il faut un arrêté pour fixer le montant des aides. Je peux vous indiquer que mes services, en lien avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sont en train de le finaliser. Tout ça va aller très très vite. C'est une question de semaines, en tout état de cause, Madame la sénatrice, avant la fin de l'année. Et donc, nous disons bien la même chose. Nous avancer. Il va y avoir des cadeaux sous le sapin à Noël. Nos engagements parce que le nombre de trucs qui sont prévus pour avant la fin de l'année... Merci. Madame Conconne. Je vous remercie pour vos réponses rassurantes, Madame la Ministre. Sachez que mon devoir de vigilance sera intact et que j'attends avec impatience ces quelques semaines et me tiens bien sûr à votre disposition pour faire les choses au mieux. Entendez par là que si ça, que s'il faut chier des bulles, elle sera là. Le groupe Les Républicains. Voilà. Si elle se rate, la ministre, elle se fait allumer. Madame la ministre, violence faite aux femmes. Et j'ai envie de voir ça. En France, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son dit partenaire. Un viol ou tentative de viol toutes les 3 minutes. Les féminicides repartent à la hausse, plus 11%, et les violences sexuelles demeurent impunies. 94% des plaintes pour viol sont classées.
Mes larmes vont aux enfants de Claire, amiénoise victime à 34 ans d'une mort annoncée. Le 9 mai 2021, Claire a été criblée d'une vingtaine de coups de couteau par son dit compagnon cocaïnomane, connu par la justice pour sa violence. Nous n'oublierons jamais, le verdict a été rendu hier. Madame la ministre, quelles évaluations des dispositifs censés protéger les victimes? La hausse constatée n'est pas seulement intolérable, elle est inexplicable au regard des engagements répétés du gouvernement. On a dit aux victimes qu'on allait prendre en considération leur situation, qu'elles auraient accès à la sécurité et à un traitement judiciaire adapté, tandis que les bourreaux seraient, eux, cernés par les institutions. Le 3919, 100 000 appels en 2024, triste record, plus 25% de femmes orientées vers les associations qui ne trouvent pas de réponse en territoire. En ruralité, on a 50% des féminicides, alors que 30% des femmes y vivent. Elles ne disposent pas des mêmes ressources selon qu'elles résident en ville ou à la campagne. Grande cause des 2 quinquennats, Grenelle en 2019. Quel résultat? 1 victime sur 6 porte plainte, 4 femmes tuées jeudi dernier, 107 féminicides, 906 suicides en 2024. Madame la ministre, l'urgence n'est plus à démontrer, elle est à affronter. Que manque-t-il encore aux 272 400 victimes de violences conjugales enregistrées par le ministre de l'Intérieur? La Somme est parmi les départements les plus touchés, avec le Pas-de-Calais, la Réunion et la Seine-Saint-Denis. Vous annoncez de nouvelles mesures, avec quels moyens, quelle temporalité et quelle coordination allez-vous les mettre en œuvre? J'aimerais bien avoir une géographie des violences sexistes et sexuelles, ce serait intéressant. Entre les femmes et les hommes, Madame Berger. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur, vous avez raison sur ce que vous dites, notamment sur la question de la ruralité. Ce n'est pas à stigmatiser évidemment ces territoires ni ceux qui y vivent, c'est juste assumer que ces territoires parfois concentrent plus de difficultés. Le manque d'anonymat, le manque de mobilité font que parfois on subit des violences et on les subit plus longtemps qu'ailleurs. Et on accède moins facilement à la capacité à les libérer, à les dire. C'est la raison pour laquelle, justement, nous avons concentré plus de moyens aussi sur les territoires ruraux. Si je prends l'exemple de votre département, Aurore Berger a répondu à ma question. Nous avons 60 places d'hébergement d'urgence aujourd'hui dans ce département. Merci, nous Aurore. avons 7 intervenants sociaux en police et en gendarmerie pour garantir que dès le dépôt de plainte, les femmes puissent être accompagnées et soutenues. Nous avons la possibilité de permettre le dépôt de plainte à l'hôpital. C'est le cas d'une aussi ville, d'un département, d'une région, du pays. Ça n'existait pas il y a quelques années. Je ne dis pas que c'est suffisant, ça ne sera jamais un satisfecit, mais ça veut dire qu'il y a évidemment à la fois des protocoles, des éléments de formation, des moyens supplémentaires qui sont déployés et que ça nécessite une mobilisation collective. Et puis vous avez évoqué le féminicide qui a touché votre département. Sans suite, Là aussi, c'est important de le dire, la justice est passée, et la justice est passée de manière extrêmement claire. La personne qui l'a assassiné, son ex-conjoint, a été condamné à 25 années de prison ferme. 25 années de prison ferme, cela veut dire aussi que quand justement des enquêtes préliminaires sont ouvertes, quand ce travail peut se conduire... Ce serait bien de prévenir avant que ça n'arrive, quoi. Qu'on n'ait pas à juger des hommes qui tuent leurs femmes, mais de juger des hommes qui auraient pu le faire, mais qui n'auront pas le temps de le faire. Quand elles déposent plainte, elles sont accueillies, elles sont respectées, elles sont écoutées. Des dispositifs de protection peuvent et doivent être déployés. Téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement, ordonnance de protection. Le dépôt de plainte à l'hôpital, c'est aussi notre travail collectif que d'arriver à garantir cette protection pour que cette parole soit respectée, mais surtout pour que nous puissions éradiquer les violences. Merci. Ouais. Monsieur Saumon. Tout ça, j'ai l'impression que ce ne sont que des belles paroles. Merci, Madame la Ministre. Je vais reprendre le propos d'une vice-présidente engagée de mon département. Les associations alertent, accompagnent, sauf avec des budgets dérisoires. Les professionnels se battent avec des effectifs insuffisants. Les femmes Je rappelle qu'il est en soutien du gouvernement. Et la justice tarde. Assez de promesses, assez de minutes de silence, assez de statistiques qui s'aggravent année après année. Il est temps d'une vraie politique publique coordonnée. Merci. Voilà. La parole est à notre collègue Jean-Luc Revel pour le groupe Les Républicains. Les Républicains, encore eux. Et c'est notre avant-dernière question, puisqu'aujourd'hui, il y en a une 17e. Monsieur le ministre, vendredi 7 novembre, la France a appelé ses ressortissants à quitter temporairement le Mali après les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces appels traduisent un point de rupture sécuritaire. Nous ne sommes plus dans l'alerte, nous sommes dans l'urgence. Une urgence immédiate dans un contexte devenu instable, confus et sans visibilité, allant certainement vers un califat consenti. Depuis 2012, le Mali fait face à une crise profonde. Tu vois qu'il était en train de rapporter la parole des associations, parce que effectivement, ce n'est pas dans la façon d'agir de la droite. Après le retrait
des forces françaises et surtout contrôle d'une grande partie du territoire par des groupes djihadistes désormais installés dans le sud du pays également. Résultat, la déstabilisation franchit... oui et non, parce que regarde, par exemple dans le 93, sur des États comme le c'est pas lié, quoi. dont l'équilibre Tu vois, c'est pour ça, voilà, effectivement, il faut toujours se méfier entre corrélation et causalité. La contagion s'étend au Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Mauritanie, sous une triple pression sécuritaire avec la multiplication d'attaques terroristes, migratoires alimentées par l'insécurité, criminelle avec l'expansion du narcotrafic et du blanchiment. C'est toute l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui est menacée. Et dans cette zone, ce sont près de 55 000 Français qui résident, travaillent et scolarisent leurs enfants, notamment dans les établissements français. J'en profite ici pour alerter sur la situation du lycée Liberté à Bamako, en situation financière difficile et fragilisé par un possible retrait de l'AEFE. 1300 élèves. À cet égard, il faut signaler que la mobilisation de nos personnels diplomatiques je me doute, Stafo, au Mali, auprès des opérateurs comme de nos compatriotes, a été exemplaire. Je souhaitais les en remercier chaleureusement. Monsieur le ministre, la coopération internationale et régionale peut-elle encore contenir cette progression? Et que faisons-nous pour prévenir l'embrasement? Et surtout, le dispositif de protection et d'évacuation de nos ressortissants au Mali et dans les pays voisins est-il prêt à être activé si la situation bascule? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Luc Ruelle, vous avez souligné quelques points absolument essentiels de la crise qui se déroule aujourd'hui au Sahel. D'abord, la dégradation de la situation liée notamment au blocus énergétique provoqué par les terroristes du JNIM autour de Bamako a d'ores et déjà des répercussions régionales. Vous l'avez dit, blocus énergétique carrément. Avec l'expansion du terrorisme migratoire, avec des déplacements de population. La Mauritanie est en première ligne. Et plus généralement, le développement de tous les trafics. Vous avez souligné également le courage et l'action exemplaire des agents de notre dispositif diplomatique et consulaire qui mériteraient les applaudissements du Sénat dans une zone du monde et de l'Afrique qui est en Bah alors, c'est quoi ce ministre qui demande au Sénat d'applaudir? Je voudrais ajouter à ça que la situation telle que nous la voyons aujourd'hui au Mali, c'est le résultat d'un échec patent de la Russie qui avait garanti à un certain nombre de pays du Sahel qu'elle allait résoudre tous leurs problèmes, qu'elle allait repousser les assauts du terrorisme et qui a montré toute son inefficacité. Alors oui, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Vous l'avez rappelé, le 7 novembre dernier, nous avons invité nos compatriotes présents sur place, 4200 ressortissants français inscrits au registre, à quitter temporairement le pays par les voies aériennes disponibles. Et puis vendredi dernier, nous avons dû prendre la décision d'ajuster à la baisse notre dispositif diplomatique et consulaire en conservant sur place les personnels essentiels qui vont continuer à offrir à nos ressortissants les services consulaires dans une période particulièrement éprouvante et en espérant bien sûr que la situation puisse se détendre, qu'un retour à la normale puisse être observé pour les populations civiles au Mali, mais également pour nos compatriotes, je le disais, plusieurs milliers de Français sur place. En tout cas, merci pour l'attention que vous accordez à cette situation et pour les encouragements que vous avez offerts à nos agents sur place. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Christopher Jurek pour la réunion administrative des sénateurs de figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole. Voilà, un sénateur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues. Le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais est un établissement modèle. Il est le témoin que quand l'ambition et la volonté politique sont clairement marquées, alors on peut aboutir à une politique carcérale intransigeante, protectrice pour la société, tout en restant digne pour le détenu. Ma collègue Brigitte Bourguignon vient de rappeler fort justement l'autorisation de sortie d'un narcotrafiquant particulièrement dangereux ce lundi. Cette sortie, la direction de l'établissement s'y est opposée, le parquet s'y est opposé, vous vous y êtes opposé, mais la Cour d'appel de Doue a finalement confirmé la décision du juge d'application des peines. Alors certes, le détenu s'est rendu à son entretien et est rentré, sans escorte policière, mais cela pourrait créer une jurisprudence désastreuse, en plus de démotiver le personnel pénitentiaire, administratif comme surveillant, qui réalise un travail considérable et avec une réelle volonté de servir.
Malheureux hasard, la mère du dit détenu a été mise en garde à vue hier matin pour trafic de stupéfiants, sans qu'on sache s'il y a un lien entre les deux événements. Il y a quelques jours, c'était un détenu qui s'évadait à Rennes après avoir été autorisé par la direction de l'établissement pénitentiaire à se rendre à une sortie dans un planétarium. Monsieur le ministre, ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais ce climat d'inversion des valeurs qui fait du criminel une victime et de l'innocent et du représentant de l'ordre un coupable. Voilà. Une dérive entre le mauvais rousseauisme selon lequel le bon reste tapis en chacun d'entre nous et le sociologisme à l'américaine qui voudrait que l'homme n'est que le produit de sa société. Personne n'est destiné au pire, mais peut-on au moins admettre que les individus font un choix consenti entre le bien et le mal. Monsieur le ministre, la séparation des pouvoirs est un principe fondamental, mais il ne peut fonctionner que sur la base d'un équilibre, libéré de la volonté permanente du judiciaire, d'humilier et défier l'exécutif et le législatif. Vous ne pourrez pas commenter ce point et je vous le comprends parfaitement. Depuis l'affaire Amrey et après l'exécution, mais je vais quand même vous demander de le faire. Il y a urgence. Nous saluons votre volonté d'évolution législative, mais pensez-vous qu'elles nous préserveront de mauvaises décisions judiciaires ou administratives? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, j'ai eu l'occasion de répondre à Madame la ministre Bourguignon pour le centre pénitentiaire de haute sécurité du bassin minier et vous dire, et je le réaffirme, que nous modifierons la loi et j'espère que vous nous soutiendrez sur les changements qu'il faut opérer en ce qui concerne les narcotrafiquants ou les auteurs de criminalité organisée les plus dangereux. On a presque fini, Monsieur le sénateur, et oui, effectivement, il est déjà intervenu tout à l'heure. Et c'est bien. Nous avons été particulièrement choqués de la sortie de l'établissement de Rennes pour aller visiter le planétorium de la part de quelqu'un qui a déjà commis une évasion et en dépit des instructions écrites que j'avais adressées à l'ensemble des directeurs de prison. J'ai donc pris la responsabilité de ne plus confirmer ce chef d'établissement à Rennes. C'est la première fois que cela arrive depuis fort longtemps pour un chef d'établissement. Et comme j'ai entendu de la part des organisations syndicales qu'il y avait peut-être d'autres responsabilités dans cette décision tout à fait contraire à la volonté des Français, du législateur et du ministre, j'ai demandé depuis hier qu'une inspection en 10 jours puisse me rendre des conclusions pour savoir qui et comment organise-t-on des sorties Vous avez rien vu alors que les profils ne correspondent pas à moi qui réponds, je sais pas. C'est moi qui l'écris. Alors que non, je sais pas. Il faut que vous connaissiez ce chiffre. Plusieurs personnes qui ne rentrent pas de ces sorties chaque année. Vous avez remarqué que depuis mon arrivée au ministère de la Justice, j'ai essayé de changer profondément la politique carcérale. Ah, il a essayé de changer. De ce point de vue, ce qui se passe dans les prisons, et je l'ai dit à plusieurs reprises, est tout à fait inacceptable. Inacceptable pour les agents pénitentiaires eux-mêmes qui font un travail formidable et dont il manque aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, 4000 agents du fait de l'augmentation des personnes qui vont en prison et nous leur devons, je l'espère, un budget, monsieur le Premier ministre, puisque c'est 1000 recrutements supplémentaires en net que nous avons pour les agents pénitentiaires dans le budget 2026. Ça n'a jamais été le cas. Deuxièmement, les téléphones portables sont non seulement la plaie, mais sont inacceptables en République. Il n'y a pas de deuxièmement, c'est fini là, Gérald. Les sénateurs de narcotrafic ou de terrorisme. Gérald qui va nous exploser le chrono sur la fin. Chez elle, alors que son ex-conjoint qui l'a violée, qui l'a tabassée, est en prison et qui reçoit de la cellule du détenu des coups de téléphone de harcèlement, c'est ça aussi pour lequel on se bat contre les téléphones portables. Nous allons donc mettre fin à ce système. Il nous faut des moyens. Le Premier ministre les donne. Il nous faut de la volonté. Et avec vous, je sais que je l'incarnerai à la tête du ministère de la Justice. Allez, on aurait pu faire une prédiction. Si vous souhaitez, non. On aurait pu faire une prédiction. C'est fou, hein. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vous rappelle que nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mercredi 10 décembre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h40 pour les explications de vote des groupes, puis le scrutin public solennel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La séance est suspendue. Voilà, donc là c'était le tour de chauffe des sénateurs avant de passer au vif du sujet, le vote du PLFSS 2026, là qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. Bon alors YouTube, quand tu verras la VOD, ce sera déjà voté depuis longtemps. Tu auras même peut-être déjà les conclusions de la CMP. Toi qui es dans le futur YouTube, dis-nous quelles sont les conclusions de la CMP. On veut savoir. Vous qui êtes dans le futur, qui voyez tout, on veut savoir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, j'avais pré-shot que la séance serait un peu agitée et effectivement par rapport au Sénat de d'habitude, effectivement ils sont
Ils sont chauds, les sénateurs. Et pas que les sénateurs, d'ailleurs, parce que le gouvernement aussi, qui part en roue libre, qui demande des applaudissements. Bon, vous pourriez applaudir quand même. Enfin, c'était quoi cette séance, franchement? Mais intéressante au demeurant. Et bon, il y a des fois, il y a des trucs sur lesquels on se sent un peu impuissant. Moi, je montre le Sénat parce que c'est une chambre importante, c'est la deuxième chambre de la République. Nous sommes dans un système bicaméral dans lequel il y a deux chambres qui font la loi, l'Assemblée nationale et le Sénat. En revanche, ça ne veut pas dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'il représente. En substance, je suis pour une réforme du Sénat qui soit véritablement représentant du vote des citoyens et pas simplement des territoires qui biaisent de fait la représentativité du Sénat. Voilà, il y a plusieurs pistes qui sont explorées. Il y en a une qui me vient, qui je trouve, moi, m'intéresse particulièrement. À voir comment il serait mis en place, mais voilà, si vous avez des suggestions de comment on pourrait réformer le Sénat et avoir un véritable bicaméralisme qui fonctionne bien en France et qui soit représentatif de 100% des citoyennes et des citoyens, eh bien, je suis preneur. C'est pour ça que je ne vous dis pas ma proposition, comme ça, je vous laisse débattre dans le chat et dans les commentaires. On aura peut-être, nous, l'occasion de discuter de ça après la VOD. En attendant YouTube, avant de partir, si ce contenu t'a plu, comme d'habitude, je sais, je me répète, mais c'est important, pense à liker et à t'abonner. C'est très important pour permettre de faire gagner de la popularité au VOD. Un pouce en l'air, c'est pour moi potentiellement 100 à 1000 vues supplémentaires. Donc pour vous, ça ne prend qu'un clic, mais pour moi, ça peut faire énormément grimper mes audiences. Donc tout repose sur vous et je ne parle pas des abonnements qui sont effectivement déterminants aussi. Voilà, donc si vous voulez voir plus de politique, plus de pédagogie et plus de gaming, qui sont les choses que je propose sur cette chaîne, voilà, un petit geste, ça mange pas de pain, c'est gratuit et moi ça m'apporte énormément. En attendant, j'espère que cette VOD vous aura plu, hâte de vous lire dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.